Cette émission vous est présentée par Vitoli, pour vivre en santé plus longtemps. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission La santé autrement, émission durant laquelle nous mettons en valeur les principes de la santé intégrative. Notre question du jour, quelles sont les principales causes de l'hypertension artérielle? Le stress, trop de sel, la cigarette, beaucoup d'alcool et surtout l'hérédité. L'alimentation, je dirais que c'est une des principales causes. Je pense que le fait de prendre du poids, ça ne vient pas aider, là. Du sucre aussi, ça ne vient pas aider. Je pense qu'au Québec, en tout cas peut-être dans le monde entier, d'ailleurs, un peu partout dans le monde est rendu gros par rapport à 40-50 ans. Je ne sais pas pourquoi, là. La malbouffe, entre autres. Ah, le sel dans l'alimentation. Encore là, les marches, ça coûte pas cher, puis ça fait un grand bien à la santé. Le stress, je dirais les émotions. Au niveau émotionnel, comment le corps gère les émotions. Le stress, les pauses parfois. Puis le mouvement de la vie là, qui est rapide, là, qui est vite. Nous venons de voir des gens parler du sel comme étant une cause de la pression artérielle. Bien sûr, le sel va avoir un impact sur la pression artérielle par appel d'eau de nos cellules en augmentant légèrement le volume sanguin. On évalue que c'est 30 de la population environ qui ont un impact significatif du sel, donc s'ils réduisent la consommation de sel, ils vont avoir une réduction de leur pression artérielle. Bien sûr, en fait, la génétique va avoir un impact sur l'hypertension. Il faut savoir, en fait, que dans la population, nous avons dès l'âge de 65 ans, une personne sur deux va avoir des problèmes d'hypertension artérielle. À 85 ans, on parle de 90 de la population. Aujourd'hui, pour en parler, nous aurons nos trois experts de l'émission, notre médecin, notre pharmacienne et notre naturopathe, en débutant bien sûr avec Dr Anne-Isabelle Dionne. Bonjour Anne-Isabelle. Bonjour Éric. Parlons de l'hypertension. C'est forcément quelque chose que tu vois beaucoup dans ta pratique. Absolument. Comme médecin de famille, on est les premiers au combat. Alors, on voit nos patients et ça fait partie d'ailleurs de notre rôle comme médecin de famille que de faire le dépistage de l'hypertension à chaque visite. Donc, le patient arrive, on prend ses signes vitaux dans le triage de la rencontre et quand on s'aperçoit que, il y a des fois un syndrome du sarrau blanc, quand les patients sont un peu stressés d'être devant leur médecin, que l'hypertension est très importante, on peut avoir recours à des examens diagnostiques comme le MAPA, qui est une mesure ambulatoire de la pression artérielle qui permet d'utiliser un dispositif qui mesure pendant 24 heures de temps la pression artérielle d'un individu pour voir vraiment dans une vie normale, au repos, sans stress ou même au travail, dans la nuit, est-ce qu'il y a un diagnostic finalement d'hypertension? Il faut être quand même il faut faire preuve de précaution aussi parce que même si la pression s'avère normale, c'est-à-dire en bas de 140 sur 90, qui est souvent le seuil thérapeutique au-delà duquel on va envisager une médication pour les gens qui ne sont pas diabétiques, on peut quand même voir que la préhypertension, donc entre 120 et 140 sur 80-90, est très associée à une augmentation du risque de décès cardiovasculaire. Donc, c'est important de ne pas prendre ça à la légère, finalement, et de faire un suivi très approprié là, quand on tourne dans ces environs-là. Parce qu'on sait que l'hypertension, là, c'est un diagnostic qui est très prévalent dans le monde. Près du tiers de la population mondiale souffre d'hypertension artérielle. Je vous dirais qu'aux États-Unis, on sait que la population est en très mauvaise santé. Près de la moitié de la population a une hypertension, dont peut-être 36 se qualifient pour des critères de traitement. Et on s'entend que la population canadienne suit des États-Unis de tout près en lien avec la santé métabolique. Donc, ce sont des statistiques qui peuvent s'appliquer quand même à la population canadienne. Mais tu dirais que ce n'est pas juste la population vieillissante en tant que telle. Là. C'est-à-dire, quand tu parles de près de 50 de la population, ça veut dire que les plus jeunes aussi. Oui, les plus jeunes aussi. Évidemment, c'est moins fréquent, plus fréquent chez les personnes âgées, mais ça atteint quand même toutes les strates d'âge, surtout depuis les dernières décennies où notre mode de vie s'est détérioré de plus en plus avec l'accès à la malbouffe, l'excès de stress, la sédentarité croissante. Ça augmente
tellement le risque de souffrir d'hypertension, même chez les jeunes maintenant, de plus en plus. Ah, ben oui, parlons-en justement des causes, parce que Oui. j'ai parlé un petit peu de sel dans l'introduction, mais encore physiologiquement, comment ça se Tout à passe? fait. C'est complexe, hein, l'hypertension artérielle. J'ai identifié 4 mécanismes physiopathologiques, donc qui sous-tendent l'apparition de l'hypertension, qui peuvent être discutés. Le premier dont on entend souvent parler, c'est le système rénine-angiotensine-aldostérone. Un nom très compliqué qu'il ne faut pas nécessairement retenir. Mais ce système-là, il agit pour notre survie de l'être humain. Donc, quand on est déshydraté, un peu hypotendu, ce système-là va s'activer pour permettre de réabsorber le sel et l'eau pour le garder dans nos vaisseaux sanguins, puis augmenter le volume de sang pour nous permettre d'avoir une bonne pression artérielle, puis d'être capable de vaquer à nos occupations. Donc, il y a une certaine pourcentage de la population qui peut avoir une dysfonction de cet axe-là, qui fait en sorte qu'il y a un peu plus de réabsorption d'eau et de sel que serait requis une situation dans laquelle on serait profondément hypotendu ou déshydraté. Par contre, ce n'est pas la majeure partie de la population. On peut estimer que 25-26 de la population au total peut avoir une légère dysfonction de cet axe-là. Peut-être, je dirais, moins que de la moitié des gens qui sont hypertendus en général vont avoir une réponse favorable au fait de couper le sel dans leur alimentation. Ah, oui, OK. Mais plus de la moitié n'a pas nécessairement de bénéfice à le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nécessairement le faire, il faut quand même le tester parce que pour certains, ça va changer beaucoup. Mais pour d'autres, ça ne changera pas grand-chose parce qu'il y a d'autres mécanismes qui sont impliqués dans la pathogénèse. Le deuxième mécanisme, c'est l'hyperinsulinémie, la résistance à l'insuline. Donc, les gens qui ont une alimentation très riche en glucides, sucre, boissons gazeuses, aliments transformés qui contiennent beaucoup de glucides vont à la longue développer ce qu'on appelle un profil de résistance à l'insuline qui va faire en sorte que les cellules ne peuvent pas intégrer le sucre correctement par le fait que leurs récepteurs sont résistants à l'insuline. L'insuline, ça a comme effet sur le corps d'augmenter la réabsorption d'eau et de sel et ça peut augmenter les résistances périphériques au niveau du corps, ce qui augmente le risque de souffrir d'hypertension artérielle. Les deux derniers mécanismes, c'est le système sympathique qui est activé, donc les hormones du stress, l'épinéphrine et le cortisol. On voit ça chez les gens très, très stressés ou les gens qui souffrent d'apnée du sommeil non traité, qui est un diagnostic qui doit absolument être bien répertorié dans les cas d'hypertension. Donc, manquer d'oxygène toute la nuit peut augmenter les hormones du stress qui, au matin, vont avoir un effet hypertenseur très important à dépister. Dernière chose, c'est le stress oxydatif, donc les radicaux libres qui sont créés par l'inflammation des mauvais comportements, va nuire au fonctionnement des vaisseaux sanguins qui ne seront pas capables de fabriquer les bonnes substances qui permettent de vasodilater ou vasoconstricter, un phénomène qui est un peu plus complexe, mais qui sera abordé davantage quand on parlera de comportements de vie qui sont favorables pour la santé. Entre autres, l'alimentation. Exactement. Mais merci beaucoup de nous avoir éclairés. Merci, en fait, c'était un grand plaisir, comme à l'habitude. Et allons maintenant voir qu'est-ce qu'en pense notre pharmacienne Anne-Émilie Dionne. Bonjour Anne-Émilie. Bonjour Eric. Écoute, la pression artérielle, tu dois beaucoup en entendre parler dans ta pratique. Ah, écoute, absolument, Eric. Hein? Anne-Isabelle, tantôt, a très bien parlé du rôle du médecin de diagnostic, mais une fois qu'ils ont leur prescription, ces patients-là, où est-ce qu'ils vont? Directement en pharmacie communautaire. Tu es peut-être au fait, Eric, que depuis quelques années, en plus, les pharmaciens communautaires ont une plus grande latitude professionnelle. Hein? Ça leur permet d'exécuter des activités professionnelles, dont la prise en charge de certaines conditions chroniques, diabète, prophylaxie des migraines et l'hypertension en est l'une d'entre elles. Donc, mon rôle de pharmacienne, moi, évidemment, c'est de prendre en charge ces patients-là, de s'assurer qu'au fil des jours, des semaines et des mois, en fait, leur condition va être bien gérée, leur thérapie va être adéquate, va être bien tolérée, puis que le traitement pourra être poursuivi à long terme, bien dosé. Hein? Donc, en quoi ça consiste? Premièrement, évidemment, moi, je veux m'assurer de bien revoir les facteurs de risque avec le patient. Je discute avec lui un peu de ses habitudes de vie, l'importance de l'exercice physique, 30 à 60 minutes, 4 fois par semaine environ, l'importance d'une alimentation aussi qui est adaptée à ses besoins, hein, dépendamment de sa réponse. On parlait tantôt du sel, l'impact du sel aussi. L'importance aussi de la consommation de certains types de stimulants, parfois qui peut avoir une influence, que ce soit la caféine, la nicotine chez nos patients qui fument, l'usage de certaines drogues également qu'on ne doit jamais rejeter. Aussi les questionner des fois sur la prise de certains médicaments qui pourraient être associés à une hypertension. Hein. Quand on sait que certains médicaments disponibles en vente libre, hein, des décongestionnants, entre autres, qu'on peut trouver dans les formules Advil, Rumesinus, Tylenol, Rumesinus, qui sont disponibles pour la clientèle, des anti-inflammatoires qui peuvent être
utilisé pour traiter d'une douleur musculo-squelettique sur une longue période qui peut avoir un impact. Certains types d'antidépresseurs, des psychostimulants aussi chez nos plus jeunes clientèles et nos adultes qui en prennent. Donc, tout ça est à prendre en considération. Une fois que ces habitudes-là ont été revues, bien, après ça, on peut rentrer vraiment dans le suivi de la thérapie. Alors moi, je vais souvent suggérer aux patients de mesurer leur pression. Alors, on se laisse toujours 1 à 2 semaines pour permettre au médicament qui a été débuté, dans ce cas-ci, d'atteindre son début d'efficacité. Donc, après 2 semaines, je vais suggérer aux patients de mesurer sa pression à domicile. Là, il y a beaucoup de questions, justement. Comment on doit le faire? Qu'est-ce qui est bien? La période de la journée? Absolument. Donc, d'une part, quand on prend sa pression, on doit s'assurer de trouver des moments stratégiques, de trouver une position. Donc, on évite idéalement de boire, de manger ou d'avoir fait une activité physique intense dans les 30 minutes avant de prendre sa pression. Le but de tout ça, là, c'est d'être dans un état relax, zen. Donc, on s'assoit, les 2 pieds sur le sol, on évite de croiser les jambes, on se met vraiment les bras. Idéalement, quand on commence à prendre la pression, on met le bras à la hauteur du cœur. On doit utiliser aussi un brassard qui est approprié, donc qui est bien positionné, 3 cm au niveau du pli du coude, qui est aussi adapté à la grosseur du bras du patient. On a des patients qui ont des petits bras, d'autres qui ont des plus gros bras, donc c'est important de choisir un brassard approprié. Puis par la suite, une fois qu'on a déterminé, on s'assure vraiment de prendre la pression. Je vais souvent suggérer de prendre 2 mesures consécutives, à la fois le matin et à la fois le soir ou en fin de journée. Et je vais la plupart du temps demander d'exclure la première journée de mesure pour qu'on puisse vraiment, souvent on sait que les premières mesures, la première journée de mesure, le patient est un peu plus stressé, tout ça. Donc on s'assure vraiment d'avoir des valeurs plus représentatives. Donc en prenant 4 mesures par jour, par la suite, on fait des moyennes, des chiffres qui ont été collectés. Puis là, on est véritablement capable de savoir est-ce que mon patient, il y a une tension qui est dans les cibles. On ne peut jamais se fier à une seule valeur. Puis quand je fais mes suivis, ça, c'est important aussi, je le dis aux patients, quand mes patients me disent « Ah, c'est autour de 130, 140 », je demande un registre complet des valeurs. Donc, sur une période de 7 jours, une mesure 2 fois par jour, 2 reprises, matin et soir, sur une période de 7 jours. Puis là, si elle n'est pas bonne, tu peux toujours augmenter un petit peu les dosages ou suggérer d'autres types de médicaments. C'est que dans le fond, c'est toi qui fais le suivi avec la personne. Là, sur Absolument. Comment Donc, on s'ajuste. La prise en charge permet effectivement d'ajuster la thérapie. Souvent, le médicament qui a été débuté est débuté à petite dose pour permettre une meilleure tolérance. Et donc, le pharmacien peut titrer cette dose-là jusqu'à l'atteinte d'une dose cible ou d'une dose maximale tolérée. Puis, dépendamment, évidemment, selon la tolérance du patient, selon ses valeurs. Le dernier pilier, la dernière sphère que j'analyse, c'est l'adhésion. Quand on sait que l'hypertension est souvent asymptomatique, plusieurs patients quand même qui perdent un petit peu la rigueur de prise de leur médication, donc qui vont avoir tendance des fois à relâcher. Donc, c'est d'avoir un esprit motivationnel avec eux, là, puis de leur rappeler que c'est important de le prendre. Là. Puis des fois, de la chrono-pharmacologie, peut-être qu'un médicament qui est pris le matin devrait être davantage pris le soir. On peut aussi minimiser certains effets secondaires en changeant le moment de prise du médicament. Alors, c'est tous ces aspects-là qu'on fait en clinique. C'est super intéressant. En fait, merci beaucoup d'avoir éclairé, en fait, le sujet avec nous sur la pratique de la pharmacienne pour l'hypertension. Et allons voir maintenant qu'est-ce qu'en pense notre naturopathe agréé, M. Dino Alicaz. Bonjour, Dino. Bonjour, Éric. Hey, Dino, un sujet vraiment de prédilection pour un naturopathe, la pression artérielle. Il y a beaucoup de facettes reliées dans votre pratique. Là. Absolument. C'est quand même une condition importante qu'il faut suivre de près. Ça fait partie des causes des problèmes cardiovasculaires. Donc, la démence aussi, on n'a pas parlé encore. Tout à fait, exactement, au niveau du cerveau, tout ça. Donc, c'est pas à prendre à la légère, comme Anne-Isabelle disait. Ceci dit, dans une approche des saines habitudes de vie, naturopathique, en fait, il y a beaucoup d'aspects qui peuvent être touchés. Anne-Isabelle parlait de 4 piliers. On a parlé beaucoup de l'axe de la rétention sodique, là, de la fameuse aldostérone. Bien, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que l'insuline a un rôle à jouer là-dedans, qui est l'hormone qu'on sécrète quand on mange beaucoup de glucides, de sucre. Fait que c'est sûr qu'une réduction thérapeutique des glucides, donc aussitôt qu'on diminue les glucides, qu'on améliore le poids, qu'on change les habitudes alimentaires, on voit une amélioration de ce côté-là, parce qu'on se rend compte, puis l'exemple que je pourrais donner, c'est les diabétiques de type 1 qui ne produisent pas d'insuline, ils font beaucoup pipi.
Il y a une polyurie, hein, donc ils éliminent beaucoup leurs minéraux, puis la pression diminue. Évidemment, il ne faut pas que ça baisse trop, là, il y a un équilibre, mais on le voit chez les gens, lorsqu'on diminue leur insuline en modifiant l'alimentation, on a une pression qui peut s'ajuster un peu, légèrement. Pas dans tous les cas, mais dans plusieurs cas. Fait que ça, c'est important. Donc, l'insuline, l'aldostérone, c'est tout interrelié, tout ça, dans cet axe-là. Elle a parlé aussi d'oxydation, des antioxydants. Bien, dans l'alimentation, on en a plein. Hein. Tous les aliments qui contiennent des couleurs, le mauve, le rouge, le orange, agit beaucoup sur la limitation de la production d'oxydation. Et ça protège nos vaisseaux sanguins. Nos vaisseaux sanguins, c'est spécial, c'est une monocouche. C'est juste une couche de petites cellules, une à côté de l'autre. Puis quand c'est un petit vaisseau, c'est une cellule qui est repliée sur elle-même, puis on appelle ça l'endothélium vasculaire. Puis c'est cette couche de cellules-là qui envoie des signaux à nos muscles de relaxer ou de contracter. Elle est vraiment très... Puis quand il y a de l'oxydation, on dirait qu'elle n'est pas capable de faire son travail. Donc, c'est vraiment très important de limiter ça. Et c'est pour ça que... Quand tu dis ne pas faire son travail, c'est que elle ne dira pas de relaxer en tant que tel, ça fait que le muscle va rester un petit peu plus contracté. Exactement. Là, la pression artérielle va être trop élevée. Va monter. Ben oui, parce qu'il y a trop d'oxydation. Tout à fait. Ça, en partie, ça peut être des hormones, mais l'oxydation est bien importante de ce côté-là. Ça fait que c'est sûr que tous les antioxydants, la vitamine C, c'est un niaiseux, les polyphénols qu'on retrouve dans les aliments de couleur, comme je mentionnais tantôt, ont ce gros avantage-là. Puis, j'aime bien parler de la betterave, moi, parce qu'il y a beaucoup d'études cliniques sur la betterave. La betterave, c'est un légume que vous connaissez qui est très foncé, là, plutôt mauve, qui contient, en tout cas, il y en a d'autres couleurs, là, mettons la betterave mauve, contient des polyphénols qui sont antioxydants, mais la betterave contient aussi ce qu'on appelle des nitrates. Et les nitrates servent à produire le fameux gaz que nos vaisseaux sanguins produisent pour faire envoyer le signal pour relaxer. Et on le voit chez les athlètes qui s'entraînent, puis qu'à un moment donné, avec l'endurance, ils se ramassent ou ils frappent le mur, comme on dit. Ils manquent d'oxygène un peu. Bien, on va chercher nos nitrates qu'on a souvent dans la salive ou dans l'intestin pour produire ce gaz-là, pour faire relâcher les muscles. Donc, le jus de betterave, ça a été démontré que c'est bon pour ça. Puis, il y a plein d'autres légumes qui peuvent être intéressants. Puis, au niveau des produits de santé naturelle, bien, à part les antioxydants, il y a quelques plantes qui sont intéressantes. Je pense à l'aubépine, par exemple. C'est utilisé depuis des centaines, voire des milliers d'années. On ne savait pas trop pourquoi, mais il y a des flavonoïdes là-dedans qui agissent sur nos vaisseaux sanguins qui peuvent aider justement à cette relâche-là, à cette relaxation-là. Okay, la passiflore, toutes les plantes qui travaillent sur le système nerveux, qui calment un peu les nerfs, peuvent avoir cet impact-là. Mais parmi les habitudes de vie, là, on a parlé de ne pas manger trop de glucides. Tu viens de parler de stress, en fait, puis des plantes qui peuvent avoir des impacts sur le stress. De la même façon, les habitudes de vie qui vont nous aider à réduire le stress. Exactement. Donc, c'est ça. La marche, le yoga, ce genre de choses-là vont avoir un impact. Les habitudes de vie alimentaires qui amènent les fameux nitrates que j'ai parlé, qu'on a dans les légumes, diminuer les glucides, bien dormir. Le sommeil est super important pour ça aussi. L'exercice physique, parce que si nos muscles sont capables de répondre bien, bien, les muscles, là, on en a des gros, mais on en a des tout petits autour des vaisseaux sanguins. C'est la même chose. L'exercice physique va favoriser une meilleure réponse musculaire. Fait que c'est tous des plans assez simples à appliquer. Fait que les naturopathes peuvent définitivement aider pour améliorer les circonstances. Ce qui est super intéressant, c'est justement que le naturopathe va nous permettre de regarder toutes les facettes en tant que telles, puis de voir s'il y en a une là-dedans qui, pour nous, en fait, semble être plus problématique que les autres. Essayer de bien prioriser, même si on est capable de tout considérer d'un esprit de santé intégrative. On peut focaliser sur quelque chose plus qu'une autre, ajouter l'alimentation, donner quelques suppléments, en collaboration avec les médecins, les pharmaciens, pour arriver à des meilleurs résultats, bien sûr. Ah, bien, fantastique. Bien, merci beaucoup, en fait, Dino, de nous avoir profité de ton expérience. Et allons à notre expert invité, qui aujourd'hui est un pharmacien, M. Jean-Yves Dionne. Bonjour Jean-Yves. Salut Éric. Hey, merci d'avoir accepté notre invitation pour l'émission encore une fois. Écoute, c'est un grand plaisir d'être là. Aujourd'hui, on parle d'hypertension. La majorité des gens dans la population, quand on leur demande qu'est-ce que sont les causes de l'hypertension, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le sel. Oui. Et malheureusement, on va se donner une mauvaise conscience d'avoir fait quelque chose pour nous-mêmes en réduisant la quantité de sel. Et là, Dr Dionne en a parlé un petit peu aussi au début de l'émission en nous disant que des mécanismes d'action, oui, il y en a qui sont influencés par le sel, mais c'est une faible portion de la population.
Puis c'est une faible portion de la population qui est hypertendue. Ah, ça, c'est l'eau. Combien de gens vont couper le sel puis se ramassent en hypotension, pas assez de tension dans le cœur? Là, c'est un problème, là. Parce que là, il y a un équilibre aussi. Oui. On n'a pas parlé de potassium, là, encore. C'est l'autre. 2 tandems, ça. Enfin, un tandem, 2 affaires. La plupart des gens qui sont sensibles au sodium manquent de potassium. Ah. Quand on a une alimentation plus équilibrée avec plus de sources de potassium, la sensibilité au sel débarque. L'autre affaire, c'est que la sensibilité au sel est liée à la résistance à l'insuline. Ah, OK, mais attends un petit peu. Source de potassium? Oui. Bien, légumes verts, entre autres, viande rouge. On nous parle souvent de la banane, mais tellement sucrée que je préfère pas en parler. Mais ta viande rouge, très, très bonne source de potassium, là. Ah, OK. La majorité des légumes verts aussi? Oui. Puis quand tu arrêtes de manger ou manger le moins possible d'aliments transformés, tu viens de retrouver tes minéraux. Parce que les aliments transformés, on les floche, les minéraux, dans la transformation. Ta farine complète versus ta farine blanche blanchie, c'est pas le même aliment pantoute, là. Non. C'est là où il faut faire une grosse, grosse différence. Mais tu sais, si tu parles des mécanismes qui causent l'hypertension, bien, je pense qu'Anne-Isabelle a parlé de la résistance à l'insuline, parce que si je mange trop de glucides, je fais de la résistance à l'insuline, mes tissus durcissent. Ah, première étape. Puis tu sais, le cholestérol, il arrive loin après, là. Il n'est pas au début. Au début, c'est la résistance à l'insuline. Deuxième facteur... En fait, c'est pour ça aussi que dans le développement du syndrome métabolique, habituellement, le premier des aspects qui apparaît, c'est l'hypertension. C'est un des... Oui, tout à fait. Parce que le syndrome métabolique, c'est l'ensemble des symptômes du déséquilibre de ta maladie métabolique, de ta santé métabolique qui s'en va. Fait que l'autre facteur, puis j'ai entendu ton vox pop, le stress, super important. Parce que quand tu relâches, tu fais du stress, tu libères une hormone qui s'appelle l'adrénaline. L'adrénaline, une de ses fonctions, c'est quoi? C'est contracter tes vaisseaux sanguins. Si tu contractes tes vaisseaux sanguins, ta pression monte. Puis tout le monde qui est sous stress va voir sa pression monter. Puis là, on va se dire, ah, est-ce que je fais de l'hypertension? Non, c'est un phénomène normal. Tu fais de l'activité physique, ta pression monte. Tu es actif, on est là. Ma pression est plus élevée que si j'étais couché. Alors ça, c'est normal, c'est de l'adaptation. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut prendre sa pression au repos. Parce que si tu prends en haut, tu as une mauvaise lecture. C'est sûr que ton médecin va vouloir avoir ça. Il va peut-être te prescrire un MAPA ou ton pharmacien va le faire, pression ambulatoire sur 24 heures, pour avoir ces pointes-là. Mais il s'intéresse à la moyenne, pas à la pointe. Ah non, c'est ça. Parlons-en un peu, justement, c'est important. Là. Parce qu'habituellement, quand on prend notre pression artérielle, bon, on en a parlé un peu avec Anne-Émilie, c'est qu'il faut avoir, en fait, un profil d'une journée, d'une semaine, pour faire les moyens de regarder un peu partout. Plus vite que ça. Si vous prenez votre pression chez vous, là, assis 5 minutes, respirez calmement avant de la prendre. Parce qu'autrement, vous allez avoir une perception erronée. Je fais 140 sur 90. Oh, minute. Respire par le nez, là. Reprends-la. Tu fais 125 sur 80. Pas grave. Ah, mais c'est ça. Dernièrement, moi, j'ai eu une infirmière qui est venue à la maison pour une question d'assurance vie. Elle a pris ma pression d'une journée où mon horaire était terriblement chargé. L'adrénaline était dans le plafond. T'étais pompé, puis là, j'étais à 140. C'est ça. Ben, c'est pas pire. Si t'étais pompé de même à 140, t'es en bonne santé. C'est bon signe, c'est ça. Tu fais un peu d'hypertension, mais celle-là est bonne. Elle était au bon moment. Ah, parce que si tu faisais pas ça, là, si ta pression ne monte pas quand tu montes un escalier, tu ne te rends pas au bout. Les gens qui font de l'hypotension, c'est ce qu'ils vivent. Ils ont de la misère à se lever parce que la pression ne monte pas. Puis là, en fait, si on considère ces facteurs-là, dans le fond, qui vont augmenter la pression artérielle, qui vont la faire changer d'une journée à l'autre, on a parlé de notre santé métabolique, on a parlé du stress, qu'est-ce qu'on fait d'abord pour la réduire si elle a tendance à être trop élevée? La première affaire, regarde ton stress. Il est où? Qu'est-ce qui le cause? Peux-tu l'enrayer? Peux-tu le gérer? Peux-tu respirer? Peux-tu méditer? Peux-tu simplement enlever la source de stress? Ah, ça fait partie d'apprendre à se connaître. Ben oui, mais ça, c'est l'histoire d'une vie. Pour être capable d'agir, c'est ça. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu es capable de réduire la collection de pain, pâtes, patates, aliments sucrés, boissons gazeuses? Si tu peux m'enlever ça, ou le plus possible, ta pression va se normaliser en 6 mois. C'est ce qu'ils font à la clinique Contrecœur. Et là, on vient de parler de glucides, en fait, mais pas juste du sucre, tous les glucides au complet. C'est pour ça que c'est aussi sucré un pain blanc qu'une barre de chocolat. Pour réduire la production d'insuline, comme tu l'as mentionné tantôt, puis réduire le durcissement, en fait, des artères. Qui est secondaire à la résistance à l'insuline. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Yves. En fait, ça a vraiment été un plaisir. Ça a été très éclaircissant, en fait, pour nous tous. En fait, merci d'être là avec nous. Dans un contexte de santé intégrative... Absolument. Il faut souligner, donc, qu'il faut apprendre à se connaître, il faut considérer tous les facteurs qui influencent. Puis quand apprendre à se connaître, dans le cas de l'hypertension, c'est de se connaître même sur une période d'une semaine. C'est de vraiment se connaître. D'une vie, peut-être? Ah, oui. Merci beaucoup. Allons maintenant à la conclusion avec nos experts permanents de l'émission.
Donc, nous en sommes à notre conclusion pour parler de notre tueur silencieux. On n'en a pas parlé, mais l'hypertension, malheureusement, est un tueur silencieux parce que souvent, les gens n'auront pas nécessairement de symptômes de l'hypertension. Pourtant, beaucoup de facettes peuvent être en cause, peuvent être des facteurs aggravants. Effectivement, Éric, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, l'hypertension, c'est un problème complexe où il y a différents processus physiopathologiques qui peuvent se perturber pour créer ultimement l'hypertension. Puis comme tu l'as mentionné, c'est associé avec une très grande hausse de la mortalité cardiovasculaire et d'événements cardiovasculaires comme des AVC, des infarctus ou tout autre problème vasculaire là, des membres inférieurs ou en périphérique. La démence aussi, c'en est une. Alors, ce qu'on a constaté dans ces mécanismes physiopathologiques-là, c'est qu'ils peuvent largement être influencés par nos comportements quotidiens, ce qu'on se met dans la bouche, l'environnement dans lequel on est, les relations sociales, la qualité de notre sommeil, sont tous des choses qui influencent largement la physiologie. Mes collègues pourraient très bien compléter avec différents exemples qu'on peut adopter au quotidien pour atténuer ce risque-là d'hypertension. Certainement, pour faire du pouce à ce que dit Anne-Isabelle, maintenir un bon niveau d'activité physique régulière. On parle de 30 à 60 minutes d'activité dynamique, vélo, natation, de la marche rapide, donc à une intensité modérée, 4 jours par semaine. On peut parler d'une alimentation équilibrée, riche en protéines végétales, en fruits et légumes, riche en fibres aussi, qui, dans certains cas, est limitée en sodium. On parle de laisser de côté l'arrêt tabagique, évidemment, éviter les stimulants, la nicotine, les types de drogues, parfois qui peuvent être en cause aussi, la caféine en excès, la théine, des boissons énergisantes. Donc, parmi les facteurs, j'en mentionne quelques-uns. Ah oui, puis il y en a vraiment beaucoup. Puis il y a même des approches, comme je mentionnais tantôt, il y a des produits de santé naturelle, il y a des vitamines, il y a des plantes. Cela dit, c'est un problème qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut qu'il soit pris en charge correctement. Donc, ça prend des experts, même lorsqu'on veut utiliser des produits qui ne sont pas nécessairement sous prescription. Il faut savoir s'entourer de gens qui s'y connaissent un peu plus puis qui nous aiguillent. Bien sûr, sur les habitudes de vie, c'est la même chose. Il y a des spécialistes, la nutrition, l'exercice physique. Des fois, une bonne équipe, ça fait une grosse différence. Surtout quand on a le problème puis qui est déjà diagnostiqué. Ouais, c'est drôle en plus parce que l'hypertension touche tellement beaucoup de gens dans la population. Je le répète, là, déjà à 65 ans, c'est 50 des gens qui sont touchés. À 85 ans, c'est 90 Quel bel exemple d'endroit, en fait, ou de cause, de raison de santé pour lesquelles on peut avoir une multitude de professionnels qui vont collaborer à rétablir en tant que tel la santé ou à essayer de l'optimiser pour empêcher les effets négatifs. Vive la multidisciplinarité. Ah oui, tout à fait. Pour un problème qui est multidimensionnel. Oui, effectivement, rappelons-le, en santé intégrative, en fait, c'est le principe, c'est d'avoir toujours les approches qui peuvent convenir le mieux à une personne considérée, en allant de l'avant avec tout ce qui peut être fait, en considérant tout ce qui est bien démontré, bien supporté par des données probantes. Et qui est personnalisé, parce que les facteurs de risque chez l'un ne seront pas les mêmes que chez une autre personne. Donc, c'est ça qui est très important de considérer dans cette approche globale et intégrative. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, en fait, pour vos commentaires. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère, en fait, que l'émission vous a permis de mieux comprendre qu'est-ce que la santé intégrative peut vous apporter, même pour l'hypertension. Soyez des nôtres la semaine prochaine. Nous allons vous parler des infections respiratoires. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.